Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue aussi dans cette émission Longue Vue et Courte Distance. Nous sommes sur le versant ardennais et nous allons retrouver donc Nicolas Debatty. Ils vous ont relâché, ça me fait plaisir de vous voir, ça faisait un moment quand même. Hein. 1 mois et demi que j'étais pas venu, mais il faut dire qu'on a confiné les journalistes en Belgique. Hein. C'est très bien et ils ont bien fait d'ailleurs. Laissez-moi vous présenter l'invité du jour, Guy Géhu, bonjour. Bonjour. Vous êtes ardennais, vous vivez à Tauges, vous êtes artiste peintre, vous avez 67 ans et vous avez commencé la peinture, on dira, entre 10 et 11 ans. C'est ça. D'accord. Vous étiez aussi publicitaire, si je me réfère à ma fiche. Et vous avez donc, après une première phase classique et figurative, vous vous êtes tourné vers l'abstrait. Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, lorsque j'ai voulu me remettre, après ces 32 ans de publicité, communication, publicité par l'objet, avec les maisons de Champagne, j'ai voulu me remettre en retraite à la peinture. Et le figuratif... je m'ennuyais, pour ne pas dire autre chose. Et j'ai passé un certain temps sans peindre, et un beau jour, ma fille m'a acheté un livre de peinture de Kandinsky, et ce fut révélateur parce que j'ai eu un choc. La peinture, les couleurs, ces formes géométriques ont fait que je peins maintenant. Alors, on rappelle un petit peu, mais Kandinsky, c'est un des peintres, avec Picasso et Matisse, les plus connus du XXe siècle. C'est ça. Ça, oui. Qu'est-ce que vous a, pourquoi vous êtes tourné vers Kandinsky en particulier? Ça correspondait à mon envie de peindre futur. Il y avait de la géométrie, il y avait des mariages de couleurs, des formes, des choses à former, à déformer. Et Kandinsky, c'est le levain de mon départ dans ce style-là, quoi. Alors, expliquez-moi l'histoire de vos premiers pinceaux. Eh bien, tout jeune, j'avais envie de peindre. Et l'après-guerre faisait qu'on ne trouvait pas les peintures, les pinceaux qu'on peut trouver maintenant. Alors j'avais constaté, parce que les friandises du moment pour les gosses, c'était un peu les bâtons de réglisse qu'on mâchouillait comme ça. On ne connaissait pas les chewing-gums, on ne connaissait pas les chamallows ni autre chose. Alors je me suis aperçu qu'une fois que c'était mâchouillé, la fibre devenait comme un pinceau. La peinture a encore ce petit goût aujourd'hui de réglisse. Ouais. Alors je me suis mis à peindre avec ces pinceaux. Et c'est suite à ça, après mes parents m'ont acheté un peu de matériel et je me suis mis à peindre comme ça. C'était démarré, quoi. Mais c'est grâce à ces petits bâtons de réglisse. Alors, on a ici en plateau une de vos toiles, oui. Un petit exercice pratique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de lecture par rapport à cette peinture? Bien sûr. Cette toile, je l'appelle la festina, qui en italien veut dire la fête dansante. Alors, je déforme un peu deux personnages pour leur redonner une autre forme géométrique, cette forme géométrique me permet d'utiliser énormément de couleurs, des couleurs différentes, des couleurs qui s'opposent, mais qui contrastent et qui appellent le regard quand même. La couleur, c'est quelque chose d'important. Et celui qui y trouve le sujet après, il est satisfait ou pas. Justement, Guy, le sujet, moi je ne l'ai pas vu tout de suite, vous m'avez dit, c'est un homme, une femme en train de danser, par exemple, la lambada. Donc, voilà. Effectivement, combien de temps il faut, quand on n'est pas un expert, pour décoder ce type de peinture? Ça dépend. Les gens qui ont de l'imagination ou pas dans les formes géométriques. Hein. Voilà, là je situe... Ah mais ça, c'était pas prévu. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est la machinerie. Là j'ai prévu, là on voit cette silhouette où un bras de femme, les yeux, les seins, naturellement, la poitrine, et en face, une silhouette qui lui donne la réplique. Alors ce qu'on voit aussi, c'est vraiment une importance toute particulière attachée à la couleur. Absolument. Pour moi, une peinture, il faut que ça soit gai. Une peinture, il faut qu'elle soit gaie. Sinon, personnellement, j'aime la couleur. On va mieux vous connaître maintenant, on va se tourner vers un petit portrait qui a été tourné chez vous, à Tauges, dans les Ardennes. Musique. Mariage des couleurs, sujet qui invite à l'évasion. Kandinsky, depuis plusieurs années, est devenu le peintre qui inspire Guy Géhu. À 67 ans, cet autodidacte de la peinture l'avoue, il ne peint qu'à l'envie, sur une pulsion, la nuit parfois. Ses premiers pinceaux étaient des morceaux de bois de réglisse mâchés. À l'époque, il avait une douzaine d'années. D'abord, il y a eu le figuratif, et des années après, l'abstrait est venu. C'est ma fille qui m'a acheté un livre sur la peinture de Kandinsky, et c'est ce qui m'a rendu le goût à peindre. Le figuratif m'ennuyait. J'ai potassé Kandinsky, j'ai regardé, et tout doucement, il y a eu une nouvelle naissance, un nouveau désir de peindre. Et ma peinture a tout à fait changé. Les gens ont tendance à croire que lorsqu'on fait de la peinture moderne, on ne sait pas faire de figuratif. Et bien souvent, on est passé par le figuratif. Et j'ai critiqué moi-même la peinture moderne.
Mais maintenant, je n'ai plus du tout envie de retourner ce genre de... Les vaches dans les pâtures, les moulins qui se reflètent dans l'eau, ça m'a quitté. Je ne dis pas que je le ferai plus, mais ça ne m'intéresse plus du tout. Copiste de Corot et Manet il y a quelques années, aujourd'hui Géhu se consacre à l'abstrait. Il a quelques 400 toiles à son actif, des grands formats qu'il aime voir animer les lieux publics. Après 32 années passées en agence de publicité, Guy Géhu aujourd'hui ne voit plus que par la peinture, un art de vivre en quelque sorte. Alors effectivement, cette caméra, on l'a gardée parce qu'on va la vendre très cher. Hein. Un Géhu, c'est quelque chose que finalement, qui est connu parce que ça ressemble à du Kandinsky, mais qui finalement n'est pas très connu. Comment on arrive quand on est dans les Ardennes, comme ça, dans un petit coin, à se faire connaître en tant qu'artiste peintre? Par des invitations, en donnant des toiles, en parlant un peu de peinture, et puis il y a toujours les gens qui vous font la blague de la toile peintre, alors toile peintre en bâtiment ou autre chose, et après, bon, puis il y a une communication et le bouche à oreille. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un déficit de communication autour, je ne sais pas, des artistes, qui soient sculpteurs ou peintres? Oui, c'est très difficile à trouver un endroit pour exposer, très très difficile. D'ailleurs, je pense que vous aimeriez bien exposer en Belgique. Absolument, je voudrais bien qu'il y ait une ville m'invite, s'ils ont une salle pour exposer. J'ai jamais passé la frontière. Oui, parce qu'il y a des Belges, je crois, en plus à Tauge, beaucoup de Belges. Ah oui, absolument, il y a beaucoup de Belges qui viennent passer le week-end ou les vacances, qui sont propriétaires dans la région. Hein. Dans votre environnement, justement. Ah oui, il y a des Belges qui sont propriétaires, qui viennent, ils ont des étangs, ils amènent des amis, ils sont très contents de venir dans ce petit village où l'on fabriquait des allumettes. Et qu'est-ce que pensent justement les habitants du village quand ils voient vos peintures, quand ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes? J'arrive à faire connaître un petit peu mon village maintenant, ils sont contents, ils me félicitent, ils me disent c'est bien, vous faites connaître un petit village de 90 habitants, c'est super quoi. Guy, est-ce que vous avez des techniques un peu particulières pour en arriver à des résultats tels que celui-là? Je vais vous expliquer. Quand je fais du Géhu, quelquefois je pars sans sujet. Je pars avec des formes géométriques, des lignes, des courbes. Et si je suis à court d'imagination, il m'arrive quelquefois de faire fondre de l'étain dans une cuillère, que je jette sur une partie froide comme du carrelage, et je recherche les formes qui sont les plus attrayantes pour moi, que je transpose sur la toile. Vous le faites aussi avec des lingots d'or, j'ai entendu dire ça. Oui, lorsqu'il y aura des banquiers belges qui me donneront de l'argent. C'est tout, vous jetez que de l'étain? Non, je jette que de l'étain, mais bien souvent, il me passe par l'idée où je vois une forme dans la campagne ou autre chose, et en rentrant, je la mets sur un papier et je la transpose après. Mais je fais des formes qui sont toujours acceptables l'une vers l'autre. Comme un puzzle. Comme un puzzle, comme un patchwork, mais qui ne se touche pas, ou qui se superpose. Et après, j'amène des couleurs qui se marient, enfin qui se supportent. Sinon, c'est pas bien. Vous me disiez que la couleur, quelque part, elle peut être considérée comme un langage, et même parfois le premier langage. C'est vrai, la couleur, lorsqu'on passe dans une salle ou autre chose, on n'a pas envie de regarder une toile, savoir ce qu'il y a dessus ou pas. Mais la couleur, le mariage de belles couleurs, attire l'œil. Et après, on peut chercher à savoir ce que le peintre a voulu faire dedans. Donc, la première accroche, c'est le mariage des couleurs, la beauté. Je trouve que c'est primordial. Est-ce que vous cherchez dans votre environnement familial une réaction par rapport, je ne sais pas, ne serait-ce qu'à l'ébauche d'un tableau ou au tableau fini? Non, je peins par pulsion. Peu importe. Je peins par pulsion, c'est bon ou pas bon. Mais ça sort, c'est moi. Quelquefois, je m'analyse, je me trouve moins bien, je me trouve mieux. Je fais l'analyse de mes erreurs, s'il y en a. Et la prochaine toile, je corrige. Travaillez plutôt rapidement? Rapidement. Ah oui, rapidement. Ouais. Je ne suis pas le peintre à faire 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain. Je peux rester 3 mois sans peindre. Et là, je viens de faire 3 toiles en un mois. En moyenne, c'est combien par toile? 50, 60 heures. Quand même. Ah oui. Ouais. Et vous peignez toute la journée, la nuit, le soir, le matin, l'après-midi? Des fois la nuit. Ça me prend aussi bien des fois 5 heures du matin que le dimanche après-midi où il m'arrive de manger rapidement parce que je vais aller mettre ce que j'ai pensé tout de suite sur la toile, quoi. Quand on est artiste comme vous, on est connecté quelque part, c'est pas possible. Je ne sais pas à quoi. Vous ne savez pas à quoi? Non, je ne sais pas à quoi je suis connecté. Je suis connecté à vouloir créer quelque chose. Hein. Mais il est évident que la peinture que moi je fais, ce n'est pas une recherche de postérité familiale. Hein.
C'est plutôt une satisfaction, un plaisir qui me permet de passer ma retraite en évitant la médiocrité, quoi. Alors, nous avons maintenant un autre tableau. Tout à l'heure, on était plus dans des lignes droites. Ici, on est plus dans la courbe. C'est un autre type de travail. Bah, de temps en temps, je me ferai une petite idée satirique sur telle et telle chose. L'urbanisme, j'ai des toiles qui parlent sur l'urbanisme. Et puis là, je me suis mis à penser la première course à la vie. On n'en a jamais parlé. Bon, à mon avis, il peut se passer ça, mais la première course à la vie, elle est là, quoi. Je vais symboliser un petit peu ce passage par deux toiles. Et donc, il y a deux masques féminins qui regardent ça d'un air parce que ça les concerne. Alors, vous nous racontiez une petite anecdote concernant les Mongols, le ciel. Voilà, ben justement, j'attache beaucoup d'importance à la couleur, et on doit la couleur, quand vous pensez que les Mongols, autrefois, suivant la couleur de la ligne d'horizon, ça veut dire à 15 jours près, à quel moment de l'année nous étions. Ils étaient. Donc c'est important quand même, la couleur c'est quelque chose de positif. Est-ce que l'art abstrait est plus difficile à défendre que le figuratif en face du public, ou c'est l'inverse? Plus difficile. Les gens qui regardent le moderne avec un peu de délaissement sur le côté ne savent pas qu'il y a une lecture dans la peinture moderne. Il faut la saisir ou pas. Tandis que dans le figuratif, on voit une très belle peinture de paysages avec des animaux, tout ça. Les feuillages, c'est magnifique. Mais on regarde des images, des photos récurrentes, on les a déjà vues. Dans le moderne, c'est différent. J'en reviens à l'accroche de la couleur et puis essayer de lire ce que le peintre a voulu faire dedans, quoi. Magnifique. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de moderne et vous pensiez que peut-être les gens ne sont pas assez éveillés pour lire. Oui. Et avec les enfants, comment on pourrait justement amener à éveiller les enfants à lire cette peinture moderne? Les écoles sont responsables là-dessus. J'ai fait une exposition où des enfants sont venus voir de la peinture moderne. Je peux vous assurer que c'est un très bon public. Et j'invite toutes les instituts ou profs ou autre chose, lorsqu'il y a des expositions d'art moderne, de leur faire parcourir la vue sur ces peintures modernes. On leur explique, mais ils comprennent beaucoup de choses, plus que de grandes personnes. Ça évite d'avoir des gens, comme une peinture que j'ai fait là sur Exomante, d'entendre des gens derrière dire alors qu'il y a un message dedans, c'est un très beau panneau décoratif. Pour vous, l'abstrait, c'est une sorte d'aboutissement d'un parcours d'artiste qui a commencé par le figuratif? Oui, je pense. C'est un changement, un ras-le-bol d'un côté, une nouvelle aventure de l'autre. Mais c'est prenant. Et c'est très fatigant. La peinture moderne est très fatigante. Lorsqu'on fait du figuratif, on regarde un paysage, on fait le photographe, on essaye de le reproduire au mieux. Dans la peinture moderne, on essaye de créer, et on s'interroge. En peignant, on se dit, je ne vais pas passer pour est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien. Et puis, on écoute les réactions après, quoi, et on fait la gestion de ses erreurs. Alors vous l'avez vu, hein, on a le sens de l'hospitalité dans les Ardennes. Merci, en tout cas, c'était très sympathique de votre part d'être passé. Nous éclairer aussi sur ce qu'est l'art moderne. Je vous laisse le mot de la fin, Nicolas. Mais on se revoit dans un mois, c'est ça? Oui, et je vous reverrai... Enfin, s'ils me laissent sortir, quoi. Hein. Oui, ils vous laisseront un coup de téléphone. D'accord. Et je vous reverrai, moi, prochainement pour un autre numéro de longue vue et courte distance, mais ce coup-ci, côté Vosges. Bon dimanche, bon après-midi.